Ouais, je vois qu'il y a des trucs qui apparaissent. Ah ben déjà. Salut à tous. Hello, salut, salut, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Faites-nous un petit coucou dans le chat à côté, qu'on voit qui est présent. Et puis, n'hésitez pas à vous dire quel projet vous avez. Est-ce que vous avez un site e-commerce? Dans quel domaine? Et quelles sont vos difficultés? Comme ça, on prendra vos questions. On adaptera aussi les réponses par rapport à votre contexte. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous présenter. Faites-nous un petit coucou. Faites-nous plein de petits likes. En attendant, je vais regarder aussi sur ma page Facebook si tout fonctionne bien et Pareil. partager aussi sur les autres réseaux. On peut Donc, scaler. voilà. Non, je vois que déjà qu'il y a un like de Hélène et de Sophie, je pense. Salut. Je pense qu'on se connaît parce que elles font partie aussi de mes fans sur Facebook et des membres de mon groupe. Donc, je vous Mhm. remercie déjà, comme d'habitude, parce elles sont venues aussi quand j'ai fait un live chez une amie qui s'appelle Maria. Donc voilà. Ouais, Euh, super. Bon, Attends. on va se présenter. Bonjour Mélanie. Bonjour Maria. Ben voilà, elle est là. Salut Mélanie. Euh, salut tout le monde. Voilà, présentez-vous. Dites-nous un peu ce que vous faites, si vous avez un site e-commerce et en tout cas, quelles sont vos plus grandes difficultés. Comme ça, on y répondra en direct. Donc, en attendant, on va se présenter un petit peu. Comme ça, on va laisser les gens qui vont venir se connecter petit à petit. Danilo, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, ton parcours? Salut, je suis Danilo Duchesne, je suis consultant en marketing digital, je me spécialise dans les publicités Facebook comme toi, Claire. Euh, j'ai aussi un blog que j'anime depuis 1 an et demi, donc régulièrement sur mon blog, j'écris des articles sur la publicité Facebook, les réseaux sociaux de manière générale, et ça attire de plus en plus de monde. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître, on va dire. Et sur le Mhm. côté, je suis consultant freelance, donc je vais aider des entreprises, des entrepreneurs à justement à gagner en visibilité, à trouver des clients grâce à la pub Facebook. Voilà, ça c'est mon quotidien. Ouais, super. Et comment t'es devenu entrepreneur? Parce que là, tu nous as présenté ton activité, mais je sais que tu as une histoire derrière. Ouais, c'est vraiment une très très longue histoire comment je suis devenu entrepreneur, mais si pour la recommencer dès le début, déjà, il faut vous dire que à la base, j'ai pas vraiment étudié le marketing digital, j'ai pas pensé à faire du marketing digital il y a encore quelques années. J'ai étudié la finance, donc il y a 4 ans, je pense à 21 ans, j'ai commencé un master en finance et je me disais que j'allais peut-être travailler dans la finance, dans une banque, à trader des actions ou des obligations. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, assez lointain de ce que tu fais aujourd'hui quand même. Ouais, franchement, très très lointain. J'avais vraiment pas ça en tête. Après, c'est vrai que j'étais déjà beaucoup sur le web, je suivais déjà des chaînes YouTube, des pages Facebook, donc je connaissais un peu tout ça, c'était pas totalement nouveau. Ah, euh, Tu alors m'entends? attends. Ouais, pardon, je t'ai coupé parce qu'en fait, alors est-ce que vous pouvez nous confirmer si vous nous entendez bien? Ah, Est-ce que, parce que là, je vois qu'il y a des personnes qui disent que c'est saccadé. Donc, est-ce que, voilà, ceux qui viennent petit à petit, vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Est-ce que il y a plutôt quand je parle moi ou quand il y a Danilo qui parle? Et puis, oui, oui, Anthony, marketing numérique, marketing. Non, mais je pense qu'ils nous entendent parce qu'en fait, pour information, peut-être qu'Anthony vient du Canada, je sais pas, mais au Canada, ils disent pas marketing digital, ils disent marketing numérique parce que digital, c'est ah, un peu. d'accord. Super, si vous entendez, Louis est là. Bonjour à toi, bonjour Anthony, bonjour à Maxime aussi. Merci d'être là. Et donc, pour reprendre l'histoire, non, moi j'étudiais la finance à la base et concrètement, j'étudiais ça pendant 1 an et demi. Puis après, j'ai fait un stage dans une banque et justement, j'ai appris tout ce qui était le marché des actions, des obligations. J'ai pas vraiment fait de trading évidemment, mais on m'a formé à ça et j'ai pas nécessairement aimé ce que je faisais. Je trouvais pas ça top, ça m'animait pas vraiment et ça me passionnait pas en fait d'être dans la banque, l'ambiance. Au travail ne m'intéressait pas trop, je trouvais ça trop corporate et ça m'a mené à penser à devenir entrepreneur ou entrepreneur sur le web. Tout doucement, c'est venu parce que comme je te disais, j'écoutais déjà pas mal de chaînes YouTube et je savais qu'il y avait du business qui se faisait là-dedans et j'ai tout doucement pensé à faire ça. Seulement, à l'époque, j'avais même pas 23 ans, donc j'avais absolument aucune expérience. Et je me suis dit, c'est pas maintenant que je vais faire ça. C'est pas maintenant que je vais développer un projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'apprendre la compétence liée au web, donc le marketing, web marketing à l'époque, comme je le disais. Maintenant, je dis plutôt marketing digital. Et j'ai commencé à apprendre des trucs là-dessus. Donc, je me suis auto-formé. Je pense que je l'ai déjà dit sur mon blog, c'est que j'ai commencé à regarder comme par hasard
des formations gratuites de HubSpot, de Facebook, de Google. Facebook, enfin, je sais pas de Facebook, pas tout de suite, c'est plutôt après, mais HubSpot, c'était vraiment les premières formations que j'ai Oui, faites. parce que Facebook, ils ont beaucoup de contenu sur un peu l'outil, je dirais. Et là, maintenant, ils s'améliorent de plus en plus. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de contenu plus technique, je dirais, ouais. Plus mais alors que Google, tu as des formations sur le marketing de manière générale, c'est pas nécessairement sur comment utiliser des produits Google, ok? Donc, moi, je m'étais dirigé vers ces formations-là et aussi et surtout celles de HubSpot qui m'ont vraiment formé à la méthodologie que j'utilise pour mon propre blog pour attirer des gens sur mon site, donc qu'on appelle l'inbound marketing, où tu vas justement produire du contenu, parce que c'est un peu la base sur le web, c'est que tu produis du contenu, peu importe ce que tu fais, tu produis du contenu pour attirer des gens vers toi, d'accord? Donc, c'est les premières choses que j'ai apprises sur le marketing digital. Et après, j'ai commencé à vouloir trouver un emploi là-dedans. Et en sachant que je n'avais aucune expérience, ben, c'était très difficile de trouver un CDI. Et j'ai cherché plutôt des contrats de stagiaire ou d'apprenti après avoir eu mon diplôme en gestion spécialisée dans les finances. Et après, ben, j'ai fini par trouver un emploi là-dedans, donc justement dans la publicité, où j'ai fait de la pub Facebook, Google, LinkedIn et même Twitter, dans une startup à Bruxelles. J'ai été là pendant 6 mois. Et là, ben, pendant ces 6 mois, ben, j'ai appris plein de choses. C'est bien que j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais utiliser tout ce que j'apprenais pour en parler autour de moi. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer un blog. Je savais déjà que c'était assez populaire de démarrer, d'avoir une démarche où tu vas peut-être bloguer, comment dire, sur ce que tu apprends, sur ce que tu mets en pratique, le partage de connaissances, ouais. C'était vraiment ça, sur le partage de connaissances et sur le fait de se positionner, pas comme expert, tu vois, mais positionner comme le gars qui apprend des choses et qui en apprend aux autres, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait au début avec mon blog. Donc, c'est-à-dire qu'au blog, au début, je me suis pas dit, je vais créer ce blog pour me faire passer pour un expert. C'était vraiment pas le cas. Déjà, il y a 1 an et demi, quand j'ai créé le blog, je n'étais pas du tout expert en pub Facebook. Je connaissais bien la plateforme, mais j'étais absolument pas expert. Et c'est justement en bloguant et en pratiquant sur mes comptes et les comptes clients que j'ai eu après que je suis vraiment gagné beaucoup d'expérience dans la publicité Facebook. Donc voilà, ça c'est concrètement son parcours. Hein. Donc en gros, j'ai blogué et après quelques mois plus tard, ben, je commençais à avoir des demandes pour gérer des publicités. Un peu logique, j'écrivais sur la publicité Facebook. Oui. Et j'ai commencé par les accepter. Je me suis lancé comme consultant. Voilà, très très longue histoire. Mais... Super, super. Bah, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui nous regarde. Bah, faites un petit coucou. Présentez-vous. Dites-nous si vous avez un site e-commerce, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est comment réussir ses publicités quand on a un site e-commerce pour trouver des clients. Donc ça, c'est le sujet du jour qu'on va aborder avec Danilo. Bah, du coup, je sais pas si tu as partagé entre... Si tu veux, je vais me présenter et si tu as déjà partagé, bah top. Et sinon, si tu peux le partager, ce serait top. Alors, je change justement d'endroit parce que là, j'ai trop la lumière derrière moi et ça fait. Ah d'accord, alors vas-y, change en attendant. Je vais me présenter. Voilà, c'est le live, c'est en direct. Faites-nous en tout cas plein de petits likes, envoyez-nous plein de petits cœurs si ça vous plaît. Alors pour me présenter, un peu mon parcours entrepreneur. Moi, j'ai commencé en fait, j'ai toujours eu l'âme entrepreneur. J'ai toujours voulu créer mon propre business et à l'époque j'étais en CDI et je me suis dit bon allez je me lance et j'ai créé un site e-commerce et je créais mes produits moi-même en fait. C'était des produits voilà un peu un atelier artistique et je les vendais sur mon site e-commerce. Donc j'avais tout fait moi-même en mode entrepreneur et je m'auto-formais aussi un peu comme toi Danilo. Et là, en fait, j'ai commencé à faire mon premier site e-commerce, ma première page Facebook, mes premières publicités Facebook. J'ai pris aussi je me suis auto-formée avec les moyens qu'il y avait sur Internet et c'était super passionnant parce que j'ai trouvé ça tellement puissant, l'outil Facebook de ciblage surtout et à un coût assez intéressant. Donc même si les débuts, c'est un peu, l'outil peut faire peur des fois où on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais en fait, à force de s'y mettre, on comprend toute la puissance et tout le potentiel que ça peut avoir. Et moi, ça m'a généré vraiment beaucoup de ventes pour mon business. Après, au fil du temps, j'ai eu d'autres projets et là, je suis à plein temps en tant que freelance et j'aide du coup comme toi, Danilo, à trouver des clients auprès des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui ont des beaux projets, qui cherchent à se faire connaître et à trouver des clients et aussi auprès des PME qui ont besoin de renforts dans leurs équipes marketing. Donc voilà, de mon côté, voilà. Non, super, ça va mieux avec la lumière. Ouais, c'est mieux. Hein. Franchement, ça me dérangeait un peu de voir la lumière qui bougeait un peu trop. Mais je vois qu'on a pas mal de commentaires. Louis qui a un site e-commerce dans l'huile d'olive, c'est vraiment pas mal du tout. Je suis curieux d'en savoir plus. Jérémy,
Tu penses avoir dépensé combien d'euros en tout depuis que tu fais du marketing numérique? Vraiment, je pense facilement 500 000 en comptant toutes les publicités sur Google, Facebook, plus de 500 000 à mon avis. Après, on a Mélanie qui dit bonjour, je suis créatrice de site Kit, boutique en ligne de vente de coffrets cadeaux lifestyle à thèmes originaux. Écoute, je vais quand même prendre la boutique et je vais la mettre dans mon navigateur et je vais aller voir ça après. Kitkit.fr. Je vais regarder ta boutique après, je te donnerai un feedback. Mais franchement, on peut parler de ce que tu veux aujourd'hui. Donc, je me suis présenté, tu t'es présenté. Je vois qu'il y en a 2 qui se présentent dans les commentaires. C'est vraiment super de votre part d'être aussi actif. Bonjour Sylvain. Alors Sylvain, il a plusieurs sites e-commerce, notamment dans les vins et spiritueux, d'autres sites de niche, matériel de sécurité, pompiers, capsules de champagne et quelques autres. Dis donc, tu as plein de sites internet, Sylvain. Sylvain, Waouh. Pour information, c'est vrai que moi, je ne vous ai pas précisé, mais niveau publicité, c'est vrai que je fais plus de la publicité pour le e-commerce. Donc, j'ai commencé par faire de la publicité pour les générations de leads, donc pour les startups, parce que les startups, généralement, on essaie de générer des leads ou des users sur une application. Moi, j'ai commencé comme ça. Et après, je me suis centré plutôt sur le e-commerce parce que naturellement, j'attirais des gens qui avaient des boutiques et qui voulaient vendre leurs produits. Et ce n'était pas nécessairement des gros sites e-commerce, mais souvent des artisans, des entrepreneurs où ils sont peut-être 2, 3, des business familiaux, on va dire. C'est comme ça que je me suis un peu plongé dans l'e-commerce à peu près il y a une bonne année maintenant. Bon, bah, super. Merci de participer au chat. Voilà, n'hésitez pas, ceux qui arrivent, de dire si vous avez un ou plusieurs sites e-commerce comme Sylvain, dans quel domaine. Et si vous avez des questions, voilà, on y répondra au fur et à mesure en fonction des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais, donc, tout à l'heure, tu parlais un peu de la stratégie inbound marketing. Et du coup, je voulais te poser la question de comment tu utilisais cette stratégie inbound marketing pour tes clients e-commerce, sachant que l'inbound marketing a été créé principalement par HubSpot, qui est de plus en plus connu, et ça redirige en fait en différentes étapes, c'est-à-dire on vend pas en direct à une audience froide, si on peut l'appeler comme ça. Donc l'audience froide, c'est une audience qui vous connaît pas, qui sait pas du tout qui vous aide, qui n'a jamais entendu parler de vous. Et en fait, comment plutôt se faire connaître dans une première étape, ensuite avoir peut-être des leads, un contact, un email ou peut-être savoir qui il est un peu plus et petit à petit l'emmener vers une vente et surtout ne pas oublier l'étape fidélisation. Ouais, mais bon, Danilo, tu vas vraiment un peu plus en parler. Donc, j'essaie d'en parler avec plus de détails, mais tu l'as déjà très bien résumé. L'inbound marketing, c'est un peu ça. C'est de chercher à faire venir le consommateur vers toi plutôt que de l'attirer avec, tu vois, un microphone où tu dis je suis là. Voilà, plus en mode trop direct finalement ou trop, j'appelle trop bourrin ou trop maladroit peut-être. Ouais. Écoute, pour la petite histoire, non, j'utilise pas du tout l'inbound marketing pour mes clients. En fait, on fait justement uniquement des publicités à réponse directe pour attirer des gens sur le site parce que mes clients, ils sont plutôt dans le prêt-à-porter ou la décoration d'intérieur. C'est plus ou moins les sites que je gère actuellement. Donc, on n'a pas de stratégie d'inbound marketing. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de sensibiliser les personnes dans Facebook au fait d'acheter des vêtements ou d'acheter des tableaux pour leur intérieur parce qu'ils savent qu'ils en ont déjà besoin et c'est souvent des achats un peu coup de cœur. Donc, pas besoin d'utiliser l'inbound marketing. Ceci dit, on va peut-être parler d'inbound marketing parce qu'on peut évidemment l'appliquer à un site e-commerce, surtout si on a un produit où il y a besoin d'une sorte de réflexion avant de l'acheter et pas seulement sur le prix ou sur la qualité, mais plutôt sur est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et donc là, une stratégie d'inbound marketing, ça fait vraiment sens parce que l'inbound marketing à la base, c'est de justement faire venir vers nous, vers notre site, des personnes qui ont un besoin particulier grâce au contenu. Donc, on va créer du contenu pour attirer ces personnes sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Et donc, concrètement, les contenus les plus connus dans l'inbound marketing, c'est le blog, donc des articles de blog. Et le but des articles de blog, c'est justement d'attirer des gens vers nous, donc en écrivant des contenus qui répondent à leurs interrogations, donc à leurs problèmes. Donc, je ne sais pas si par exemple vous êtes dans la musculation et vous voulez prendre du poids, vous allez probablement chercher à faire des recherches du type quel complément alimentaire acheter, comment choisir mes compléments alimentaires, quel exercice je dois faire pour gagner du poids. Et donc, ceux qui sont bons, en fait, vont essayer de produire des contenus qui vont répondre à ces questions pour attirer ces personnes-là vers leur site. Et en fait, pour ça, tu as tout à fait raison. Et en fait, pour ça, c'est super, super important d'étudier sa cible, de bien connaître son persona, son avatar. Voilà, il y a différents termes techniques, mais c'est méga important parce que, comme tu dis, Danilo, si on connaît pas les problématiques de notre cible, comment leur
leur proposer en tout cas des premières solutions pour les attirer vers notre site internet. Il faut vraiment les connaître. Et en parlant d'inbound marketing, il y a plusieurs questions par rapport à la génération de leads. Donc, je ne sais pas si on peut en répondre maintenant ou si tu avais d'autres choses à continuer dans l'explication. Franchement, j'ai pas mal de choses à expliquer par rapport à ça, mais on peut répondre à la question sur la génération lead. Je pense que je l'avais vu. Ouais, je vais montrer celle-là. Hop, juste parce qu'il y a 3 questions un peu tac, tac. Alors, celle-ci. Donc, que pensez-vous des Facebook Ads pour la génération de prospects formulaires? Tu veux répondre ou je réponds? Bah, vas-y, je te laisse la parole. Après, je compléterai, je dirai un peu ce que… Écoute, je pense que les miens sont vraiment bien. Si justement, tu n'as pas un site web qui est optimisé pour mobile, si justement tu veux faciliter le partage d'informations de contact, ça peut être vraiment intéressant. Moi, je n'utilise pas beaucoup. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Je l'ai fait dans du B2B il y a 1 an et demi quand j'étais encore toute nouvelle. Ça marchait plutôt bien, mais les leads n'étaient pas toujours très qualifiés parce que les formulaires s'auto-remplissent. Donc, c'était pas terrible. Je sais pas. Franchement, j'ai pas énormément d'avis là-dessus. Je sais pas dire si c'est mieux, si c'est moins bien. Je pense juste que c'est une bonne solution parce que souvent, pour faire des publicités de conversion, pour générer des infos de contact, ben, tu dois avoir une belle page de capture bien optimisée, qui est rapide sur mobile, elle doit être super bien faite. Et il y a toujours cette friction supplémentaire parce que tu dois faire en sorte que la personne qui clique sur ta publicité arrive sur ta page et ensuite remplir son formulaire. Alors que là, tu vois, c'est une publicité où tu cliques directement, tu vois un formulaire dans Facebook et tu peux le personnaliser de plusieurs manières. C'est vraiment intéressant. Donc, moi, je pense que c'est une très, très bonne solution, mais je ne le fais pas beaucoup, honnêtement. Et en plus de ça, quand tu génères les prospects, j'allais le dire, c'est que les prospects, ils restent dans Facebook. Et donc, tu dois tu dois utiliser un outil tiers qui s'appelle Zapier pour transférer tes leads dans Facebook vers ton autorépondeur. Donc, déjà, ça, c'est super chiant parce que tu as cette étape supplémentaire à configurer qui est un peu technique en plus et qui en plus te coûte de l'argent en plus. Voilà. Ouais, tout à fait. En fait, quand on utilise des formulaires, les Facebook Ads formulaires, c'est vrai qu'on n'a pas cette partie page de vente qui peut qualifier le prospect à laisser son email ou pas, et peut-être à avoir des prospects plus qualifiés. Et surtout, en fait, dans la page de vente, on peut vraiment raconter une histoire, on peut convaincre un peu plus l'intérêt de notre produit, que ce soit un e-book gratuit ou autre chose. Donc, mais après, quoi qu'il en soit, moi, je pars toujours du principe que tant que tu testes pas, tu le sauras pas. Ouais, et il faut tester aussi. Il y a différentes audiences, ils n'ont pas envie d'aller cliquer, de regarder et tout. Ils sont convaincus, hop, ils laissent l'email pré-automatiquement rempli par Facebook. Et voilà, donc il faut vraiment, vraiment tester. Et là, il y avait les leads. Ouais, donc Louis, effectivement, il dit les leads sont souvent bof-bof en termes de qualité. Mieux vaut privilégier un système de landing page. Voilà, il faut tester. Mélanie, on répondra à ta question après sur si c'est mieux objectif conversion ou en catalogue. C'est une très bonne question, je répondrai après. Mais pour tout ce qui était une bande marketing, on a dit pas mal j'ai dit un petit truc par rapport aux articles de blog. Donc concrètement, article de blog, c'est vraiment, je reviens là-dessus rapidement, c'est vraiment, d'un côté, c'est attirer des gens qualifiés sur notre site en leur produisant du contenu gratuit, de haute qualité et qui répond à leurs problèmes. Et ensuite, des articles qui justement sont optimisés pour être, pas indexable, référencé sur les moteurs de recherche. Donc, vous pouvez écrire un article génial, mais si le titre il n'est pas bien écrit, s'il ne contient pas le mot-clé cible, si l'article il se charge lentement, qu'il n'y a pas beaucoup d'images, il ne va pas se positionner très bien sur les moteurs de recherche. Donc, vous avez beau avoir écrit un article génial qui répond à la problématique de votre client idéal, s'il ne se positionne pas sur les moteurs de recherche, malheureusement, il ne sert pas à grand-chose parce que le trafic des réseaux sociaux est de plus en plus bas. Il est un peu invisible dans la masse de Google, des sites, de la quantité d'URL de sites internet qui sont indexés dans Google. Donc, voilà. Donc ça, c'est concrètement pour un site e-commerce. Donc, vous pouvez utiliser la méthodologie d'inbound marketing que Claire avait résumé. Donc, d'abord, attirer des gens avec du contenu gratuit et de haute qualité, que sont les articles, ou ça pourrait même être des publications sur les réseaux sociaux, des vidéos sur YouTube, des podcasts également, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Même des vidéos sur Facebook, hein, par exemple, le live qu'on est en train de faire, ou même importer des vidéos dans Facebook. C'est de l'inbound. Ouais, franchement, c'est la même chose. C'est la première étape, en fait. Ouais. Première étape, sensibiliser grâce au contenu, répondre aux problèmes, enfin, pas répondre
résoudre, donner une solution au problème de vos clients. Ensuite, une fois que vous leur avez donné la solution, vous devez en fait pouvoir les recontacter. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui vont aller sur votre site n'y reviendront probablement jamais. Je pense à 95%. Et donc pour ça, vous devez en fait capturer leurs informations de contact, donc leur email ou éventuellement leur numéro de téléphone, c'est plus rare, mais bref, adresse email, prénom. Pour moi, c'est un minimum. Si vous voulez pas le prénom, prenez juste adresse email, mais moi j'aime pas trop. Je préfère pouvoir personnaliser mes messages après. Et donc en fait, ce que vous allez faire dans le cadre d'un site e-commerce, vous allez leur proposer une ressource gratuite. Donc là, encore une fois, on va dire, ouais, mais sur les sites e-commerce, des fois, quand vous allez voir des codes promo. Je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est qu'on propose dans un pop-up un code promo pour acheter. Mais là, codes promo ou la livraison gratuite, ou enfin, il y a différentes stratégies comme ça un peu pour booster les ventes. Tu as ces deux stratégies-là, mais souvent, c'est sur des sites, encore une fois, où c'est des achats coup de cœur, où en fait, la variable qui va venir décider si tu achètes ou pas, c'est le prix. Le moment où tu dis, c'est trop cher, donc j'achète pas, ou c'est pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu es dans une stratégie d'inbound marketing, tu peux pas faire ça. Parce que c'est pas pertinent de parler de code promo si tu donnais une solution sur l'exemple tout à l'heure, c'était quoi? C'était les compléments alimentaires. Donc, je sais pas si tu as écrit un article sur comment choisir tes compléments alimentaires, bah, tu vas pas parler d'un code promo après. C'est pas pertinent. Tu vas peut-être donner un guide sur justement un programme de musculation, par exemple. OK? Et dans ton guide, tu vas commencer à parler de tes produits tout doucement. Donc, tu vas donner ton programme, les exercices qu'il faut faire. Et après, tu vas dire en bas, si tu veux aller plus vite, prends mon complément alimentaire, tu prendras du poids plus rapidement. Et donc là, tout doucement, tu vas venir parler de tes produits parce que tu as mérité le droit d'en parler, tu as capté leur email et tu as capté aussi leur attention grâce à ton guide. Et après, donc là, on était à la phase de conversion, donc capturer les emails. Après, une fois que tu as leur email, c'est là que tu vas essayer de mettre en place plusieurs choses. C'est-à-dire, peut-être que tu vas leur envoyer des études de cas par email. Tu vas dire, ouais, tu as aimé mon guide sur mon programme de musculation, ça t'a bien aidé. Une semaine plus tard, et tu vas dire, par exemple, si tu veux aller plus vite encore, je t'invite à prendre ce complément alimentaire que j'ai créé, que nous avons conceptualisé rien que pour toi, qui est vraiment génial. Et pendant 3 jours, tu auras un code promo de 25% pour l'acquérir parce que tu es nouveau sur ma liste email, par exemple. Oui. Mais du coup, tu dis que finalement, avec, en tout cas, certains de tes clients, tu n'utilises pas forcément l'inbound marketing. Donc, en fait, tu utilises une stratégie beaucoup plus directe, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça passe pas en fait sur une phase un peu découverte. Enfin, c'est peut-être plus la répétition de la publicité auprès des personnes. J'imagine, tu fais un peu la rareté, tu joues sur la rareté ou la durée limitée d'un code promo. Enfin. Ouais, je vais te dire ça après, si je vais t'expliquer, mais en gros, c'est ça. Ça va être la rareté, ça va être les offres à durée limitée, ça va être les promotions, les nouvelles collections, tout. Alors, franchement, on fait tout. Ça va être aussi la fidélisation. Tu parlais de la fidélisation tout à l'heure, donc c'est une bande marketing, mais c'est du marketing de manière générale, de fidéliser les clients parce que c'est toujours plus simple de faire en sorte qu'un client rachète que d'acquérir un de vos clients en général. Ouais, complètement. Clairement, dans les sites. Ça coûte 7 fois plus cher, j'ai des chiffres là. Ça coûte 7 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de le fidéliser. Donc là, tout simplement avec ce chiffre, c'est autant fidéliser les clients qu'on a que de toujours faire de l'acquisition client. C'est ça. Donc voilà, ça c'était pour l'inbound marketing. Enfin, franchement, si vous avez une méthode, vous pouvez générer des leads et ensuite avoir des personnes qui vont acheter vos produits grâce justement à vos séquences email, à la rareté. Vous pouvez aussi partager une étude de cas. Une étude de cas, c'est aussi un contenu. C'est un contenu qui est vraiment très, très bas dans le tunnel parce que vous allez parler de par exemple, d'un client qui a réussi. Donc, si on prend l'exemple des compléments alimentaires, tu vas pouvoir écrire un super article sur comment Julien a changé sa vie grâce aux compléments alimentaires et a pris 10 kilos, tu vois. Et là, après, tu vas aussi. Enfin, tu vois un peu. Je vois, il y a plein de questions sur le budget, mais ça, on vous le réserve pour un peu plus tard. Donc voilà, je les garde en tête et on vous les réserve un peu plus tard. Donc en tout cas, c'est super. Bonjour Anthony, bonjour Jérémy. C'est super d'avoir toutes ces personnes en direct. J'essaye de faire le tri en même temps au niveau des questions. À la limite, on prendra un peu plus de temps vers la fin pour y répondre. Là, j'essaye de prendre les questions qui sont en lien avec le sujet en direct et on fera une petite séance questions-réponses vers la fin. Vous inquiétez pas, les questions, moi je les vois, donc je fais attention et après à la fin, on aura du temps à la fin, on y répondra toutes, mais si tu veux, on peut en prendre quelques-unes quand même maintenant pour Là, j'ai vu des questions sur le budget, des outils. Bon, est-ce que tu utilises des outils pour faire des A/B testing de landing page? J'ai vu comme question. Franchement, écoute, je connais des outils. Moi, je n'utilise pas parce que j'ai pas trop le temps de tout faire ça, mais concrètement, les outils que tu peux utiliser, c'est Optimizely, je pense. Tu peux aussi utiliser des solutions externes comme
comment ça s'appelle encore? Il y a Lead Pages, il y a Et Streakingly qui est très très simple et efficace. après, tu peux tester. Là, on pourrait parler beaucoup de testing, mais ce que je te conseille de tester, c'est ton titre, l'image en background et éventuellement la proposition de valeur. C'est ces trois choses que tu peux faire. Complètement. Ok, bon, il y a pas mal de questions pour le budget. Voilà, je les garde en tête. On va les voir juste après. Une autre question que je voulais aborder avec toi, Danilo, c'est quels sont les fondamentaux qu'une entreprise doit avoir pour réussir dans sa stratégie d'acquisition client. Si c'est un site e-commerce, en fait, quelles sont les bases pour commencer à faire les publicités et que les publicités soient réussies, soient pertinentes et il y ait un bon retour sur investissement? Ouais. Bah, je pense que c'est là que je vais te parler un peu de la stratégie que je mets en place et que la plupart des e-commerçants mettent en place pour attirer des clients sur leur site et après, enfin, pour attirer des personnes inconnues sur leur site et après les convertir en clients. C'est une stratégie multi-campagne, multi-objectif. Ouais. Tu vas peut-être avoir une première campagne qu'on appelle la campagne de prospection froide. En anglais, tu vas dire la campagne de prospecting. OK? Et concrètement, là, tu vas cibler. Donc là, je vois que Mélanie parle des audiences. Tu vas cibler des lookalikes, donc des audiences similaires. Audiences similaires, des gens qui ressemblent à tes prospects, à tes clients, aux visiteurs de ton site. OK? Donc, tu vas commencer par ces audiences-là. Pourquoi? Parce que c'est des audiences qui sont très qualitatives puisque ce sont des personnes qui ressemblent à tes clients. Si tu n'as pas de clients, si tu n'as pas de prospects, en fait, tu vas devoir utiliser les centres d'intérêt. Donc, pour reprendre les compléments alimentaires, ben, je suppose qu'il y a déjà des entreprises leaders qui proposent des compléments alimentaires. Donc, tu vas aller cibler les personnes qui aiment les pages de ces marques qui proposent aussi des compléments alimentaires. Donc, une fois que tu as ciblé ces audiences-là, tu vas devoir venir avec une publicité. Quel type de publicité? Tu vas me dire, bah, ça peut être soit un carrousel ou soit une collection. Une collection, tu vois, c'est quoi? Ouais. C'est quand tu connectes avec le site en fait e-commerce et il y a en direct les produits. Ouais, c'est ça. Donc, une collection, c'est ça en gros, c'est que vous allez avoir une publicité avec une image ou une vidéo et en dessous, vous allez avoir les produits de votre catalogue. Et quand vous cliquez sur un des produits ou sur le bouton plus, vous allez voir en fait une expérience plein écran parce qu'en fait, ces publicités-là existent uniquement sur mobile et vous allez voir tous les produits de la marque. Personnellement, j'aime vraiment bien utiliser ces publicités-là pour la prospection froide. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne nous connaissent pas. Donc, on revient là-dessus. Et comme ils ne nous connaissent pas, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit avoir un message assez, assez axé sur la marque. Impactant, ouais. Impactant, mais aussi axé sur la marque, c'est-à-dire qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, à qui on s'adresse. Moi, j'aime bien toujours répondre à ces trois questions-là dans le message. Donc, généralement, en 3-4 lignes, on doit pouvoir le résumer. Donc, j'ai pas d'exemple à te donner comme ça, mais des fois, si tu regardes bien les publicités e-commerce, enfin, des e-commerçants que tu connais pas, tu verras que ce sera des publicités un peu comme ça. Tu vas pouvoir éventuellement avoir une offre rien que pour eux, par exemple 10% pour le premier achat sur le site ou la livraison gratuite, mais ça se fait pas beaucoup. Donc voilà, concrètement, c'est une publicité comme ça que tu vas mettre en avant avec éventuellement une collection. Et dans la collection, tu vas avoir peut-être une vidéo. Donc ça pourrait être un diaporama de tes plus beaux produits ou alors ça pourrait être une vidéo donc, où tu vas présenter encore une fois ton image de marque, ton client cible, tu le mettras dans ta vidéo, comment il porte les produits. Donc voilà, moi concrètement, c'est la première campagne que j'ai dans Facebook. Et l'objectif de cette campagne, c'est justement de ramener du trafic hyper qualifié sur le site sans nécessairement faire de la performance. Le seul but pour moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est de récupérer ce qu'on a investi sur cette campagne-là et après de recibler le trafic. Donc, c'est la deuxième étape avec des campagnes de remarketing. Première étape, donc c'est ça, c'est vraiment une campagne de branding et de trafic en même temps. Okay, parce qu'on fait du trafic et du branding par la même occasion. Deuxième campagne, c'est les campagnes de remarketing. Donc, c'est-à-dire on va recibler les personnes qui nous connaissent déjà, qui sont déjà dans notre galaxie, que ce soit les visiteurs de notre site, les personnes qui se sont abonnées à la page, qui regardent nos publications sur Instagram, et on va leur remontrer les produits qu'ils ont vus. C'est pour ça qu'il faut faire des campagnes de vente en catalogue. C'est un peu complexe, mais concrètement, les campagnes de vente en catalogue, c'est quand vous mettez votre catalogue produit qui est sur votre site, vous le connectez à Facebook, et après, ça vous permet de montrer exactement les mêmes produits qu'ils ont vus sur votre site dans Facebook. C'est vraiment intéressant, évidemment. Et en tout cas, le retargeting, c'est super puissant parce que, comme tu dis, tu as la première phase où tu qualifies les prospects et tu as de la donnée, en tout cas en termes de trafic ou en termes de base de données. Et après, le retargeting, il y a un meilleur retour sur investissement sur des campagnes de retargeting, normalement, que sur des campagnes avec directement sur une audience qui ne te connaît pas.
Donc Voilà. ça, absolument, absolument l'utiliser au maximum. Donc effectivement, dans tes stratégies, c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape et c'est la campagne, peut-être, c'est une des plus importantes parce que c'est là où tu vas générer la majorité de ton chiffre d'affaires. Tu vas y investir un budget, on va dire, ça dépend vraiment des comptes, mais peut-être que tu vas mettre 50% ou 60% sur la prospection froide et peut-être 30% sur le remarketing et après, je dirais où vont les autres 10%. Et tu vas, encore une fois, faire différentes audiences. Ça pourrait être, par exemple, les visiteurs du site web les 180 derniers jours et tu vas leur montrer tes best-sellers ou ça pourrait être les personnes qui ont visité une page produit les 7 derniers jours et tu vas lui montrer exactement le même produit qu'elle a vu avec une offre irrésistible. Donc moi, généralement, j'aime bien mettre un code promo de 15% avec mes clients, c'est ce que j'ai réussi à négocier, ou la livraison offerte, un de ces deux-là. Okay. Ouais. Et après, on va leur dire, voilà, si tes coups de cœur t'attendent, c'est maintenant que tu peux les prendre. Après, ils ne seront peut-être plus là. Et dépêche-toi maintenant, on te donne 15% de promo pour que tu passes à l'action. Je dis pas ça comme ça. Ouais, c'est en fait, je pense qu'il y en a. On pense au retargeting. C'est vrai que Facebook donne l'opportunité de recibler les personnes dans les 180 derniers jours. Effectivement, tu as tout à fait raison, Anthony. Il faut installer le pixel pour ça. Et on a plutôt tendance à dire, OK, bah, je vais cibler toutes les personnes dans les 180 derniers jours. Et en fait, il faut plutôt cibler par petites tranches de période. C'est vrai que quelqu'un qui est venu sur le site internet, qui a eu un coup de cœur sur les chaussures à talons, c'est maintenant qu'il faut le recibler et c'est dans les prochains jours qu'il faut le recibler et redonner une communication, diffuser une publicité avec l'inciter à passer à l'action avec un code promo ou avec des remises, c'est ça, de livraison. Franchement, je voulais simplifier au maximum, mais c'est exactement ça. C'est qu'en effet, en marketing, j'ai plusieurs audiences. J'ai une audience avec les personnes qui ont visité le site web les 7 derniers jours. Et c'est une audience qu'on appelle de publicité dynamique. Je ne sais plus comment on dit ça. On leur montre c'est des audiences dynamiques, en fait, où à chaque fois, ça se met à jour. C'est une audience qui se met à jour en fonction des visites qu'il y a. C'est pas ce que je voulais dire. C'est vraiment, en fait, on leur montre vraiment un produit qu'elles ont vu dans le catalogue, en fait. Alors que quand je te dis que je prends les personnes qui ont vu les produits qui ont visité le site web les 180 derniers jours, là, je me file de ce qu'ils ont regardé, c'est que je leur montrais vraiment la nouvelle collection ou les best-sellers pour les faire revenir. Et puis après, j'ai aussi les personnes qui ont ajouté un produit au panier, donc c'est uniquement celle-ci. Et là, on va leur dire, voilà, votre panier vous attend, dépêchez-vous de passer à l'action maintenant. Enfin, pas passer à l'action, mais dépêchez-vous de vous ouvrir. Oui, d'acheter occasion, ouais. Dans la publicité, je dis rarement acheter, je mets l'appel à l'action acheter, mais je dis pas dépêchez-vous d'acheter. Oui. Non, c'est vous offrir que je dis. Alors, je ne sais pas si tu avais une troisième étape et après, il y a Nicolas qui pose une question, donc je vais la montrer juste après. Ouais, et la troisième campagne, vous en doutez, c'est la campagne de fidélisation où on va justement fidéliser les clients existants. Et ça, franchement, pour tous les clients que j'ai, c'est la campagne la plus rentable. C'est la campagne la plus rentable parce que les clients, ils achètent beaucoup. Donc, en fait, l'objectif de ces campagnes-là, c'est d'augmenter la fréquence des achats ou alors d'upseller ou cross-seller quelqu'un qui a déjà acheté un produit. Donc, si tu as déjà acheté des chaussures, on va peut-être te proposer un pantalon dans une collection spécifique, tu vois. Donc, si tu as acheté une écharpe, on va peut-être te montrer le sac qui va avec, tu vois. Ça, c'est des upselling et des cross-selling. Ça se fait beaucoup. Et éventuellement, on va faire des périodes de temps différentes. Donc, par exemple, tu as acheté une écharpe il y a 30 jours, là, on va te montrer seulement les sacs. On va pas te les montrer tout de suite, tu vois, sinon c'est un peu ennuyant. Et après, comme d'habitude, dès qu'il y a des promotions comme Noël, Black Friday, les clients sont les premiers servis et voilà. Donc ça, c'est les trois campagnes. Et franchement, si vous suivez ces trois campagnes-là, vous aurez des résultats, selon moi. Super. Alors, la question de Nicolas. Donc, si on fait une vente catalogue sur différentes cibles, lookalike, purchase ou comportement, faut-il pousser tous les produits du site et laisser Facebook cibler ou choisir nous-mêmes quels produits en particulier on montre? C'est une super question, Nicolas. Franchement, c'est une question très advanced. Mais en effet, avec les publicités de vente en catalogue, tu peux cibler des gens qui ne te connaissent pas. Moi, pour te dire, je ne mets même pas de lookalike. Je laisse Facebook faire le travail lui-même. Donc, je mets même pas je mets juste l'âge, le sexe et la localisation, par exemple la France. Et après, je laisse Facebook gérer au niveau du ciblage. Puis après, tu me disais, est-ce qu'il faut mettre tous les produits du site ou seulement quelques-uns? C'est une très bonne question. Moi, souvent, je mets la nouvelle collection et je mets tous les produits confondus, que ce soit des sacs, des bottes, des pulls, des vestes, des pantalons, tout en même temps. Et je laisse vraiment Facebook décider. Mais après, il y a d'autres tactiques où tu vas pouvoir toi-même créer des ensembles de produits. Ça pourrait être des best-sellers ou alors ça pourrait être une catégorie spécifique que tu sais qu'elle rapporte beaucoup d'argent et que les gens achètent facilement parce que les produits coûtent peut-être pas trop cher ou parce que ils ont beaucoup de succès naturellement. Et là, tu peux mettre ces produits-là en avant. Mais de manière générale, je te conseille de commencer par tous les produits d'un coup et laisser Facebook décider parce que c'est mieux que toi généralement.
Et après, si vraiment ça marche pas, tu testes les best-sellers ou alors des produits qui, comme je te dis, ont du succès pour les gens qui ne te connaissent pas parce que tu sais que généralement, sur ton site, le premier achat, ce sont des gens qui achètent des bottes, ok, et pas nécessairement des robes. Voilà. Super, J'espère que parfait. ça répond quand même à ta question parce que c'est une super question en tout cas. Ouais, en tout cas, très pertinente. Donc, c'est top, c'est top. Alors, je pense qu'on va arriver un peu au sujet du budget. Ah, le budget. Qui est, bah voilà, assez. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. D'ailleurs, on a eu plein de questions par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est pareil de faire des publicités Facebook pour des produits qui coûtent 5-10 euros ou pour des produits qui ont qui ont une valeur plus chère, 5 à 100 euros, et puis tu complèteras par rapport un peu à ta stratégie, quel budget tu mets en face. Ah, Ça répondra. Ah, ok, c'est au niveau du budget, tu dis, ou alors au niveau du marketing? Un peu des deux. En fait, j'ai mélangé deux questions, voilà, parce que comme il y avait des questions en direct, du coup, j'ai un peu englobé ça dans une seule question. C'est vrai que c'est pas facile comme question. En fait, bon, au niveau du budget, déjà, moi personnellement, j'aime bien me donner un minimum de 1000 euros par mois. 1000 euros. Pourquoi? Parce qu'avec 1000 euros, comme je vous dis, si on met 60% sur enfin, 60%, donc 600 euros sur de la prospection froide, ça ne fait que 20 euros par jour. 20 euros par jour, au vu des coûts par 1000, c'est plus ou moins 8, 10 euros, ben, ça veut dire qu'on peut toucher plus ou moins 2000, à peu près 2000 personnes, ce qui n'est pas énorme, en fait, sachant que les clics, c'est pas donné non plus, ça va peut-être coûter 20 cents un clic. Donc imaginez avec 20 euros, vous avez 10, 100 clics à peine. Peut-être que dans ces 100 clics, vous aurez une seule conversion, un seul achat. Et donc un achat, ben, ça dépend encore du montant de la commande, donc du panier moyen. Mais concrètement, je m'éloigne un peu. Concrètement, 20 euros, pour moi, c'est déjà un minimum 20 euros par jour sur une campagne de prospection froide. Et alors, le problème, c'est que c'est pas la seule campagne. C'est qu'après, il y a aussi des campagnes de remarketing et de fidélisation. Et là, j'aime bien mettre 300 euros sur encore une fois, un grand minimum 300 euros sur du remarketing et 100 euros par mois sur de la fidélisation. 300 euros sur du remarketing, ça va très vite. Ça fait juste 10 euros par jour. Donc, si vous avez 2 audiences, c'est déjà fini parce que personnellement, moi, je mets un minimum de 5 euros par audience. Donc, vous voyez, ça va très vite. Puis après, la fidélisation, bah, ça fait combien par jour? Ça fait divisé par 30, ça fait 3-4 euros par jour, on va dire. Donc 3-4 euros par jour sur les clients, c'est pas beaucoup non plus. Donc imaginez comment ça va vite le budget. Si on met En fait, ça va super vite, on se rend pas compte, mais en plus, si on veut tester différentes campagnes, mettre les 3 campagnes par exemple en même temps, tester différentes audiences, si on met 5 euros par audience minimum et voilà. on fait ça sur un mois, mais ça va super vite. Non, franchement, Louis. Pour répondre à Louis, effectivement, c'est 1000 euros par mois. Par mois. Et du coup, toi, tu traites avec plutôt des clients qui mettent 1000 euros par mois minimum, c'est ça? Il faut mettre beaucoup plus. Et franchement, déjà avec 3000, je trouve ça un peu juste pour s'amuser à faire tous les tests et cibler un peu tout le monde et faire beaucoup de prospection. Donc franchement, pour moi, un idéal, c'est vraiment 5000 euros. Avec 5000 euros, là, vous pouvez tester, vous pouvez amener beaucoup de gens sur votre site web et vous pouvez même vous dire si ça marche, si ça marche pas. Avec 1000 euros, parfois, c'est même pas trop possible de dire si ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont arrivées sur le site, je trouve, à mon avis. Donc, 1000 euros au grand minimum. Puis après, tu me disais, est-ce que c'est différent de… Voilà, est-ce que tu abordes les mêmes stratégies pour faire de la publicité, pour vendre des produits qui coûtent 5-10 euros ou pour vendre des produits qui coûtent un peu plus cher, 50, 100 euros ou même plus? Est-ce que c'est les mêmes stratégies ou est-ce que tu les adaptes un peu? C'est vrai que c'est toujours les 3 mêmes campagnes, mais c'est vrai que tu les adaptes un peu plus, en effet, en fonction du prix des produits. Alors, pour te dire, malheureusement, je commercialise pas, mes clients ne commercialisent pas les produits coup de cœur à 5-10 euros. C'est plutôt des vêtements qui coûtent minimum 30 euros. Donc, 30-50 euros en moyenne. J'en ai une autre qui vend des vêtements, des écharpes à plus de 100 euros. Donc là, c'est totalement différent et je vais vous dire pourquoi. C'est que des écharpes à 100 euros, ça s'achète pas facilement. Et donc, on a besoin de faire beaucoup de remarketing et surtout de tout miser sur les périodes des fêtes ou des promotions comme le Black Friday. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir massivement dans la prospection, peut-être prospection froide, peut-être 70%, investir un peu dans le marketing pour être présent et capturer quelques ventes, parce que même sur la prospection, on a du mal à récupérer le ROI. Et là, en fait, on va vraiment attendre les fêtes pour maximiser le budget. Donc, peut-être que, par exemple, pendant que c'était Black Friday, pour ma cliente où les écharpes elles coûtent plus de 100 euros, on a mis des genre 100 euros par jour, alors que les jours d'avant, on mettait 20 euros, 30 euros. Ça dépendait parce qu'on voulait vraiment se préserver pour le Black Friday. Et pour un autre client, c'est la saisonnalité en fait aussi. Donc, il faut adapter le budget aussi à la saisonnalité, mais préparer aussi ça. Mais on en rediscutera justement. C'est une des questions. Le budget, il faut l'adapter selon la saisonnalité. Là, par exemple, c'est les 12 jours de Noël. Ben là, on met un max de budget parce qu'on sait qu'après le 21, on va mettre un peu moins de budget et on va faire que de la prospection froide parce que ça coûte moins cher. Pourquoi? Parce que là, actuellement,
En fait, le budget il varie beaucoup entre les trois campagnes. On est plus à 60% sur du remarketing et 30% sur la prospection parce que il y a de la concurrence. Et comme il y a de la concurrence, on veut juste viser les personnes qui nous connaissent déjà. Donc, tu vois, la répartition du budget elle varie beaucoup selon, comme tu dis, la saisonnalité et les périodes de fête. 1000 euros par mois avec quel ROI? La question de site. Ouais. Hein. Franchement, ça dépend. Un ROI minimum que je vise, c'est 2, mais la plupart de mes clients, ils ont plus de 3. Voilà. Parce que, encore une fois, 2, ça te permet à peine de couvrir tes marges. Donc, imagine, moi, comme je suis prestataire et en plus me payer, j'aime bien viser 3 pour qu'ils soient contents. Mais vraiment, en moyenne, on a entre 3 et 5 de ROI sur les trois campagnes confondues. Oui, avec ces trois campagnes de branding, il y avait branding, retargeting et fidélisation. Voilà. Et au niveau des objectifs, personnellement, j'utilise complètement, quasi tout le temps, l'objectif vente en catalogue. Parfois, un peu conversion pour changer un peu, mais la plupart du temps, c'est j'utilise le catalogue de mon client et après, on utilise le produit sur les campagnes. Pas sur les audiences. Ouais, sur les audiences. Oui, d'accord. C'est vraiment plus particulier pour les sites e-commerce, effectivement. Alors que pour d'autres secteurs d'activité, on peut, comme on disait tout à l'heure, travailler les objectifs génération de leads ou conversion ou trafic, etc. Voilà. Il n'y a pas d'objectif. Franchement, moi, pour les e-commerce, je n'utilise pas beaucoup d'objectifs trafic. J'aime pas parce que c'est pas des gens assez qualifiés. Je préfère utiliser conversion ou vente en catalogue avec l'objectif ajout au panier ou achat. Comme ça, j'attire vraiment des gens très, très qualifiés selon Facebook. Ouais, tout à fait. Des fois, c'est des gens qui ne participent pas du tout à la popularité. Donc, moi, je préfère. C'est plus des curieux qui finalement vont venir et ça va coûter de l'argent pour attirer des curieux. Et c'est pas ça qu'on veut, du coup. Je fais pas trafic, je fais pas engagement, je fais un peu pour la communauté. J'aime bien faire engagement pour les clients et pour les fans, pour en fait pour construire beaucoup de preuves sociales, donc des likes, des commentaires sur les publicités, pour après les réutiliser dans des audiences froides. Ça, c'est un peu avancé comme technique. Mais... Ouais. Pour la confiance, en fait, c'est pour générer de la confiance. Voilà, c'est tout à fait quand on voit une publicité avec des bons commentaires, des likes et tout de suite, inconsciemment, hein, on s'en rend pas trop compte, mais inconsciemment, on accorde un peu plus d'attention et de valeur parce qu'on se dit ah ouais, ils ont l'air fiables. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de primordial quand je fais la pub Facebook, c'est de générer au maximum de l'engagement. Et j'ai écrit un article dessus sur mon blog. Allez le visiter. J'explique comment faire parce que une publicité qui n'est pas engageante, en fait, on n'a pas envie de cliquer dessus. Il y a rien à faire. Parce que maintenant, il y a de la concurrence. Une publicité que personne n'a validée, c'est moyen. Franchement, c'est moyen. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a des questions Clique sur lien ou CPA, Mélanie? Est-ce qu'il y a c'est la suite d'une autre question ou Attends, écoute, CPA, pour moi, c'est coût par action. Donc, moi, j'utilise en effet l'optimisation par coût par action, donc qu'on appelle l'optimisation au CPM. Donc, en gros, c'est tu vas pas payer au clic, donc tu vas être facturé à l'impression, ok, mais tu vas optimiser pour aller chercher des gens qui sont qualifiés, donc soit pour faire un achat ou soit pour ajouter un produit au panier ou pour voir une page produit. Concrètement, c'est ça que tu parles, je pense. Et l'optimisation clic sur le lien, c'est que là, tu payes au clic et que tu vas aller chercher des personnes qui ont un comportement cliqueur. Mais voilà, pour les produits qui coûtent cher, franchement, c'est vraiment ça. Mais même au niveau du marketing, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, quand tu vends un produit qui coûte cher, en fait, tu vas pas jouer sur le rapport qualité-prix ou sur la durabilité du produit. Je ne sais pas exactement. Tu vas jouer sur deux choses que moi j'aime bien retenir, c'est les valeurs et le sentiment d'appartenance à une communauté. Ok, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, on appelle ça le marketing par les valeurs et le marketing de communauté. Le marketing par les valeurs, bah, c'est justement montrer que tu partages montrer grâce à ta marque que tu partages les mêmes valeurs que tes clients. Et pour te donner un exemple, ça pourrait être Apple. Ben voilà, Apple, c'est les produits les plus chers du marché. Ah oui, c'est un très bon modèle, Apple, en création de communauté et d'appartenance. Ouais. Si vous voulez un smartphone, ben vous pouvez très bien acheter un Huawei à 100 €, mais franchement, vous avez juste un smartphone qui est pas très beau, qui est pas très design, qui communique rien sur la personne que vous êtes vraiment. Et c'est pour ça que vous allez acheter le smartphone qui coûte 3 fois plus cher, donc le smartphone Apple, parce que justement, il correspond à la personne que vous êtes, donc une personne cool, qui aime bien la technologie, qui aime bien le design, l'ergonomie. Et tout ça, c'est ce que Apple communique sur son site web. Hein. Vous allez le voir. Hein. Il ne communique pas vraiment sur les caractéristiques techniques du smartphone. Bon, ils le font un tout petit peu pour ceux qui regardent à ça, mais c'est ça. Et donc, c'est ces deux choses-là qui jouent. Même quand vous achetez, je sais pas, des chaussures Nike, vous achetez pas les chaussures parce qu'elles sont les Nike les plus de plus haute qualité. Vous achetez parce que il y a Cristiano Ronaldo. D'avoir des Nike, non, d'acheter des Nike, de les porter. La marque elle est forte, mais aussi parce que Nike communique quelque chose
enfin, Nike qui communique des valeurs comme la réussite, l'accomplissement de soi, et ils le font grâce au fait qu'ils sont endossés par des stars qui sont connus, comme je disais, Cristiano Ronaldo, des basketteurs comme Michael Jordan. Ben voilà, Michael Jordan, c'est le meilleur exemple. Et lui, c'est un exemple de réussite. Et quand on pense à Nike, on pense peut-être à ces athlètes-là. Et encore une fois, pour moi, je suis sûr certain, vous achetez pas des Nike pour leur qualité, mais pour les valeurs qui sont uniques de votre personne. Donc, du coup, ça veut dire qu'en tant que site e-commerce, il faut communiquer sur ces valeurs. Clairement. Pour créer un peu une proximité, en fait, avec les prospects. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de sites e-commerce qui se lancent et c'est aussi une manière de se différencier. Et le fait de créer aussi cette relation avec le prospect, de s'identifier à la marque, c'est beaucoup plus intéressant et je pense que ça fidélise aussi beaucoup plus sur le long terme. Mais clairement, mais en fait, tu fais tout ça en développant ta marque. Et ces marques-là que j'ai citées, Apple, Nike, bah, ça fait des années et des années qu'ils font ça à longueur de journée à faire des publicités pour justement communiquer ces valeurs et montrer à qui s'adresse vraiment. Encore une fois, hein, je pense, je sais pas, je vais donner un autre exemple sur, voilà, la montre que j'ai là, c'est une montre Fitbit. Fitbit, ils marketent, enfin, ils font du marketing pour des jeunes qui sont un peu high-tech, qui aiment bien la technologie, qui sont un peu geeks dans l'âme et qui font en même temps du sport et qui s'intéressent à la santé. Ils s'adressent pas à des gens qui ont plus de 40 ans et ils le font vraiment comprendre sur leur site web, tu vois, et aussi dans leur publicité. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est hyper important quand tu fais des campagnes de pub. On a une super question de Nicolas, je vais la montrer à l'écran. Donc, qui dit comment trouver efficacement une audience quand on a un produit inconnu sur notre marché cible et en plus assez cher, 150 € en moyenne. Est-ce que tu peux nous dire quel est le produit? Comme ça, on pourra un peu mieux y répondre. Mais en attendant, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse, des premiers éléments de réponse. La question, honnêtement, elle est un peu large. Je ne sais pas te dire comment trouver une audience. Donc, tu sais bien, il faut toujours faire de l'A/B testing et tester plusieurs audiences. Tu me dis, en plus, le produit est assez cher. J'avoue que j'ai rarement été confronté à ça, donc je ne sais pas trop te dire comment trouver efficacement une audience, honnêtement. En fait, l'audience, on peut reprendre un peu ce qu'on disait avant, dans le sens où si on sait que excuse-moi, j'ai été un peu perturbée parce que j'ai quasiment plus de batterie, mais je vais faire ça juste après. Ouais. Oui, une audience, en fait, si on sait que ton produit, il est dans une niche, mais que les personnes sont intéressées par d'autres marques concurrentes qui sont très grandes, tu peux les cibler via d'autres pages ou même des centres d'intérêt, ou même tu peux les cibler via une stratégie d'inbound marketing, c'est-à-dire tu proposes un contenu de qualité, que ce soit vidéo, e-book, un article de blog. Et en fait, c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer une audience et la qualifier. Et ensuite, tu vas pouvoir travailler et communiquer sur ton produit. Et en fait, petit à petit, tu vas plus devenir un inconnu, tu vas devenir justement une marque connue auprès de ces personnes. Donc ouais, franchement, à moi, tu peux faire de l'inbound marketing, non, Nicolas, c'est vrai que si tu as un produit qui n'est pas vraiment du luxe, tu peux clairement faire une stratégie d'inbound marketing et comme disait Claire, cibler les personnes qui aiment les pages Facebook des marques concurrentes qui vendent des produits similaires au tien pour trouver ton audience. Et franchement, la question était un peu vaste, donc je ne savais pas trop quoi te dire. Voilà. Donc, Loïc, tu posais une question. Tu existe un classement plus gros des pages sur Facebook? Non, il n'y a pas de classement. Je ne connais pas un classement sur ça. Voilà, c'est bon, j'ai chargé mon PC. Hop, j'enlève. Alors, est-ce que… Ouais, hein, c'est vrai que tu peux aussi attirer les clients qui ont des sous. Il y a des stratégies de ciblage pour les trouver, ces personnes-là. Ça pourrait être, par exemple, les personnes qui utilisent un iPhone X, peut-être qu'ils ont vraiment de l'argent. Tu peux faire des choses comme ça. Ou alors, tu pourrais cibler, par exemple, des villes où tu sais que les gens ont beaucoup d'argent. Peut-être, je sais pas, un quartier connu dans Paris où tu sais que si tu vis dans ce quartier-là, c'est que tu as beaucoup d'argent et tu peux faire ce genre de choses-là. Et là, on rentre vraiment dans le détail. Voilà. Complètement. Merci Maria pour ta réponse qui disait d'attirer des clients qui ont de l'argent et puis après les recibler comme tu le disais Danilo. Voilà. C'est vrai de toute façon, dans tous les cas, quand tu vends un produit qui coûte super cher, tu dois développer ta marque, tu dois développer une relation avec les personnes et surtout faire du recyclage après parce que c'est rare que tu achètes un produit à 150 € d'une marque que tu ne connais pas du tout, clairement. Donc, voilà. Complètement. Alors, en parlant peut-être avec une petite transition
des produits qui coûtent cher. Peut-être, voilà, on est en plein dans les cadeaux de Noël. On reçoit aussi plein de publicités de partout, dans tous les sens, dans la rue, sur Facebook. Alors, comment toi, tu prépares les périodes de fête? Donc, bon, prochainement Noël, mais ça aurait pu être Black Friday, ça peut être la Saint-Valentin. Comment tu prépares ça, justement, pour un site e-commerce qui doit faire son petit… Non, c'est une bonne question. Ouais, sa place, en fait, dans toute cette concurrence-là, et c'est la folie. Franchement, l'e-commerce, là où on s'amuse vraiment, c'est justement quand il y a toutes ces périodes de soldes, de fêtes de Noël, je sais pas, la fête des mères, la Saint-Valentin, tous des gros événements pour les sites e-commerce parce que c'est comme ça qu'on consomme, en fait, c'est quand il y a un événement. Et donc, en effet, on va préparer ça d'une manière vraiment bien spécifique. C'est que, en fait, pour te donner un exemple, on va prendre le Black Friday parce que le Black Friday, c'est passé il y a 2 semaines et j'ai expliqué un peu ce que j'ai fait pour des clients. C'est que, avant le Black Friday, en fait, ce qu'on fait, c'est que on essaie d'attirer le plus de monde possible sur le site et on va faire pas beaucoup de remarketing. On va être on va pas être silencieux, mais on va être un peu moins là que d'habitude. Tu vois, on va un peu se cacher, on va juste faire du reciblage sur un tout petit peu les personnes qui ont visité le site récemment. Mais concrètement, on va attirer vraiment le plus de monde possible grâce aux campagnes de prospection froide parce que à ce moment-là, il n'y a pas encore beaucoup de concurrence. Et donc, le but, c'est vraiment d'attirer le plus de personnes dans notre galaxie pour que quand le Black Friday arrive, il y a beaucoup de monde qui nous connaissent, qui ont été sur notre site et qu'on puisse faire du reciblage efficacement. Pourquoi? Parce que, comme je sais pas si on en a parlé pendant ce live, mais généralement, dans des périodes de fêtes comme le Black Friday ou pour Noël, on achète des marques qu'on connaît. C'est vraiment rare qu'on achète à des inconnus. Et donc, pendant le Black Friday, en fait, les campagnes, c'est juste des campagnes de remarketing et de fidélisation et très peu de prospection froide, même pas en fait. Et donc là, en fait, le but, c'est vraiment de préparer tout ça. Après, évidemment, il faut aussi définir les offres parce que pour qu'une campagne soit réussie, il faut avoir une offre qui est vraiment attrayante. Et donc, si vous arrivez avec votre offre au Black Friday et que c'est juste 10% et que tous vos concurrents font 30%, alors vous avez beau avoir attiré du trafic génial sur votre site, personne ne va convertir parce que vos concurrents, ils ont meilleure offre que la vôtre. Donc, clairement, c'est ça. C'est d'abord tout ce qui est, comment dire, préchauffer les audiences. Voilà, c'est préchauffer, c'est vraiment le nom. Tu vas préchauffer des audiences et attirer des inconnus sur ton site pour qu'ils te connaissent un peu plus. Et après, définir tes offres. Une fois que tu as défini tes offres, ben, tu vas commencer à en parler. Tu peux éventuellement en parler en premier d'abord aux personnes qui sont inscrites à ta newsletter ou qui sont clients. Et d'ailleurs, justement, une stratégie connue, c'est de faire des campagnes pour attirer des gens dans ta newsletter. Et ça pourrait être des campagnes de génération de leads où tu vas dire, ben voilà, rejoignez-nous, rejoignez notre newsletter pour être tenu au courant des deals du Black Friday avant tout le monde. Tu vois, ça, c'est un type de campagne que tu peux faire 2 semaines avant le Black Friday ou 10 jours. Par exemple, Adidas, il faisait ça. Adidas, pendant 10 jours, j'ai vu des publicités tous les jours, mais vraiment au moins 3 fois par jour de Adidas qui me disait rejoignez notre newsletter pour être tenu au courant de nos deals spécial Black Friday avant tout le monde. Il faut dire que c'est avant tout le monde, tu vois. Et donc, tu vas faire des campagnes. Ça me fait penser sur une autre stratégie aussi qui, en fait, c'est des campagnes pour être inscrit dans des listes des listes d'attente. Oui, c'est ça. Par exemple, souvent même des listes d'attente de crowdfunding ou des choses comme ça pour être prévenu au moment du lancement du produit ou même des listes de pré-vente. Voilà, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées et tout ça, c'est génial parce qu'en fait, tu récupères les adresses mail que tu peux aussi, ça t'appartient. Donc, dans ta newsletter, tu peux les travailler, tu peux envoyer des emails et promouvoir tes produits. Et après, il y a une technique aussi que tu dois certainement utiliser où tu donnes cette adresse mail, tu l'importes dans Facebook et ça, c'est super puissant. C'est super puissant. Évidemment, bien sûr. Complètement. Tu prends le fichier là et puis après tu les recycles. Mais voilà, c'est vrai que comme tu disais, tu vas communiquer sur la liste d'attente et tu vas juste attirer gentiment du trafic sur ton site sans trop bosser sur le remarketing. Puis après, ce que tu fais, c'est que tu vas préparer toutes tes offres. Donc on l'a dit, les offres connues, c'est par exemple pour Black Friday, je sais pas si vous avez vu, il y avait des offres toute la semaine. Par exemple, il y a des gros retailers qui faisaient, c'est qu'un jour ils mettaient en promotion la collection sport, un autre jour ils mettaient en avant les chaussures, puis après un autre jour ils mettaient en avant des robes, je sais pas exactement. Tu vois, ça, tu peux faire ce genre de choses-là. Ou alors faire des offres juste 20% sur toute la collection, plus la livraison gratuite. Ça, c'est vraiment la livraison, souvent, c'est un gros frein à l'achat. Et donc, l'offrir pendant les fêtes, moi, je recommande toujours de le faire. Et à chaque fois, à mes clients, je pousse pour qu'ils l'ouvrent, pour qu'ils l'offrent la livraison, parce que je sais que ça facilite beaucoup la vente. Ou alors, si vous ne pouvez pas l'offrir, essayez de l'offrir après un certain montant. Ça, quand même. Oui. En tout cas, ce qui est intéressant dans ça, et je pense que c'est important d'en parler, c'est que oui, peut-être pendant les périodes de Black Friday ou autres promos, on fait des remises intéressantes pour attirer des clients et augmenter les ventes. Et en fait, c'est ces périodes-là importantes où on va avoir beaucoup plus de ventes
Donc, en fait, on va jouer sur la quantité de vente et la remise. On va être plus gagnant. Même si on met 20 ou 30% de remise, Oui, on va pas être perdant parce qu'en fait, on aura beaucoup plus de ventes et le retour sur investissement sera intéressant. et il y a tellement de tactiques pour augmenter le panier moyen, comme on parlait, la livraison gratuite à partir d'un certain montant, le fait d'avoir des offres 1 acheté égale 1 offert. Donc, par exemple, dites, si vous achetez une robe, vous allez avoir 30% de réduction sur les bottes qui vont avec. Ouais, C'est ça que tu peux faire. complètement. Et donc, ça, tu peux parler de tout ça pendant Black Friday. Enfin, il y a plein de techniques. Mais en gros, avoir des offres en béton. Et après ça, donc, une fois que vous avez créé vos audiences, que vous avez vos offres, vous allez devoir, en fait, créer vos campagnes. Donc, un peu à l'avance. Moi, je vous recommande vraiment de créer vos campagnes à l'avance pour qu'elles soient prêtes. Et là, vous allez investir, comme je vous dis, massivement dans le remarketing et vous allez essayer de cibler toutes les personnes qui vous connaissent. Donc, les visiteurs du site, les 30 derniers jours, les visiteurs les 60 derniers jours, les 90 Les derniers 7 derniers jours. Voilà. Franchement, vous allez avoir plein d'audiences. Moi, j'ai plein de sous-segments. Vous allez cibler aussi les fans, les abonnés à newsletter, les clients VIP. Vous pouvez avoir au moins 15 audiences différentes et vous pouvez balancer vos publicités à toutes ces personnes-là. Si possible, essayez d'avoir les mêmes publicités pour tout le monde. Comme ça, elles acquièrent rapidement de la preuve sociale. Et après, vous n'avez plus qu'à profiter des ventes. Franchement, moi, c'est la stratégie que j'utilise. Je pense que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, en tout cas, pour le e-commerce. Je te propose de faire les 5-10 dernières minutes de questions-réponses. Donc voilà, c'est le moment. Okay. À vos claviers, envoyez plein de petits likes, de j'aime et tout si ça vous a plu. Posez vos dernières questions. On prend le temps d'y répondre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Partagez le live, envoyez-nous à plein de petits cœurs, ça nous fera plaisir. Si vous avez aimé ce live. Alors, est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, on peut en reprendre quelques-unes pendant ce temps-là. Ouais, je vais essayer de descendre. Il y avait Mélanie qui avait une question. Je vais essayer de la retrouver. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de conversations. Je vais voir si j'arrive à trouver. Attends. Je pense que ouais, il y avait Mélanie tu as raison, qui avait posé pas mal de questions. Ouais, où tu avais dit. Si tu l'as trouvé, non, moi je l'ai pas trouvé. Attends. Bon, attends, j'essaie d'en trouver quelques-unes. Voilà, Mélanie qui disait Apple. Oui. Ah, il y avait ça. T'en as trouvé une? Non. Attends, là, il y en a. Je pense que je sais pas si c'était celle-là, Mélanie, mais oui. Pour une vente e-commerce, objectif conversion ou vente sur catalogue, on en a parlé un peu avant. Franchement, si tu peux utiliser ton catalogue produit dans Facebook, utilise obligatoirement la vente en catalogue. Franchement, conversion, je te dis, je n'utilise quasi plus. Donc, voilà. Si tu as d'autres questions, Hélène, Claire, n'hésite pas. En tout cas, c'était super complet. Super complet. C'est vrai qu'on avait préparé les questions ensemble et je trouve ça génial d'avoir tout ton retour par rapport à ces stratégies-là qui, voilà, bon, il y a quand même des choses qui sont communes pour tout type de secteur, tout type d'entreprise. Il y en a d'autres qui sont un peu plus spécifiques pour le e-commerce. C'est pour ça que je trouvais ça super intéressant de t'inviter. En tout cas, voilà, je fais les lives presque tous les mercredis. L'objectif, c'est de partager beaucoup d'informations sur la publicité, Facebook, Instagram, la gestion des réseaux sociaux plus globalement pouvoir inspirer d'autres entrepreneurs qui se lancent, qui ont des beaux projets, qui veulent s'initier à la publicité Facebook. On est là pour partager. Tu as un blog, moi aussi j'ai un blog, donc mon site internet c'est claire-garcia.com avec une newsletter si vous voulez être au courant des audiences, enfin pas des audiences, c'est parce que je lis la réponse de Mélanie. Voilà, si vous voulez être au courant des articles de blog, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Et en tout cas, je serais ravie de vous répondre en direct si vous avez d'autres questions. Et je pense qu'on a retrouvé la question de Mélanie qui la pose maintenant. Donc, concernant les audiences qui se chevauchent, je vais y arriver. Ouais, non, c'est pas facile à prononcer. C'est une bonne question, Mélanie. Les audiences qui se chevauchent, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est deux audiences où il y a les mêmes personnes dans les deux audiences. Et donc, concrètement, moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que s'il y a plus de 30% de chevauchement, j'aime bien grouper les audiences ensemble. Donc, par exemple, tu vas avoir une lookalike de tes acheteurs et les lookalike de tes acheteurs VIP. Si tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces deux audiences-là, tu vas venir les mettre ensemble pour avoir ce qu'on appelle une super lookalike. C'est même Facebook qui les appelle comme ça. Et voilà. Et s'il y a moins de 20%, je te conseille de les exclure l'une de l'autre si tu les utilises pour différentes publicités.
Super, super. Bon, bah, est-ce qu'il y a… Allez, encore quelques questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Pour 10 minutes, n'hésitez pas, enfin 5 minutes, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, ça ne m'arrange pas d'y répondre autant qu'on y est. Je sais qu'il y en avait pas mal avant. Moi, j'arrive pas à les retrouver parce que même quand je cherche les questions dans le chat, elles n'apparaissent pas tout de suite. Ouais, il y en avait beaucoup. J'essaie d'en retrouver une autre. Voilà. Ah, tiens. je repose la question. J'en ai trouvé une. Donc, c'est pas mal ça. Attends. Bah oui, franchement, ouais. Hein. Donc, tu peux mettre la question sur l'écran. C'est laquelle? T'as trouvé? La dernière de 18h. Ah, alors attends. Hop. Ah, voilà. Hop, je la mets devant. Pour le fameux produit nouveau et innovant, couverture laissée, ça peut être du coup plus simple de faire une période de chauffe avec préinscription d'utilisateur ou prévente pour générer facilement notre base de premiers fans. Franchement, ouais, clairement. Et du coup, pouvoir les cibler facilement. Déjà, ça aussi, tu peux faire ça. Mais ça, ce que tu parles de préinscription, ce que tu peux faire, c'est pas nécessairement utiliser la pub Facebook. Tu peux aussi utiliser des influenceurs à qui tu vas donner cette fameuse couverture et qui vont dire, ouais, la couverture est géniale, je l'utilise tout le temps. Inscrivez-vous à la liste d'attente parce que ça sera bientôt disponible pour tout le monde, tu vois. Et tu peux te servir de leur influence pour… Et de leur communauté, en fait, la grosse communauté qu'ils ont, la proximité qu'ils ont aussi avec leur communauté. Ouais, c'est ça. On n'en a pas parlé, hein, mais dans le e-commerce… C'est vrai? Mais clairement, dans l'e-commerce, moi, pour quelqu'un qui démarre, je ne dirais pas de faire de la publicité tout de suite, je lui dirais de trouver des partenariats avec des influenceurs parce qu'il y a plein d'influenceurs. Et je ne vous parle pas d'influenceurs, des stars ou des célébrités, des personnes qui ont 50 000 followers. Ils vont vous coûter peut-être quoi, 200, 300 euros par poste, ou alors vous allez peut-être pouvoir leur proposer des produits gratuits et ils pourront partager ils pourront parler de votre nouvelle marque s'ils ont un coup de cœur dessus. Donc peut-être développer une relation avec ces personnes-là et leur proposer un partenariat sur du long terme et faire connaître votre marque de cette manière-là, essentiellement grâce à leur communauté et à ces personnes-là, plutôt que d'essayer de balancer directement de la publicité sans avoir jamais construit une image de marque. Super, super conseil. C'est vrai que les influenceurs, ça se développe de plus en plus. Instagram prend de plus en plus d'importance. Et bah, moi, je dirais même, on peut même contacter des influenceurs moyens, petits, tant qu'il y a un bon partenariat et surtout la qualité de l'audience, la qualité de leur communauté. Ça, c'est le plus important que la quantité. Et voilà, n'ayez pas peur. D'ailleurs, j'ai fait un live au tout début avec Anne-Laure qui… a lancé un webzine et qui parlait justement de faire des partenariats pour se faire connaître. Donc, allez le voir sur ma page Facebook, donc Claire Garcia Pro. Dans la partie vidéo, on en parle et elle disait en fait, mais n'attendez pas d'avoir n'attendez pas, allez-y, contactez et puis vous verrez ce que ça donne et il y a toujours un partenariat derrière qui peut se faire. Il y a toujours un partenariat qui peut se faire, tu as raison à ce niveau-là, et si tu leur apportes de la valeur, ils sont d'autant plus contents, plutôt que si tu les prends pour des marchandises, etc. Bien sûr. Mais je dois reconnaître que si c'est un influenceur sollicité qui a plus de 100, 200 000 followers, c'est très difficile d'avoir un partenariat avec lui si tu n'es pas une marque connue, tu vois. Bien sûr, mais en fait, souvent, en tout cas, ce qu'on disait avec Anne-Laure dans le live, c'était d'essayer pas de viser très haut, mais juste de trouver des bons influenceurs qui ont des communautés petites ou moyennes, voilà, et qui sont qualitatives. Pas viser, oui, effectivement, ceux qui sont très sollicités. Entre 10 000 et 100 000, c'est vraiment bien, je trouve, comme même en dessous, hein, elle faisait des partenariats avec des marques qui avaient 3 000, entre 3 000, 5 000. Ah oui, là, c'est engagé, très engagé. Ouais, c'est des micro-influenceurs et c'était un bon début. Ouais. Pour tout te dire, pour tout vous dire, moi, je ne vais pas encore du marketing d'influence pour mes clients, mais je compte le proposer comme service en 2019. À ce moment-là, je vais essayer de proposer ça parce que j'ai trop envie d'en faire. Et c'est que le début, en fait. Hein. Marketing d'influence, c'est que le début. Ça fait quoi 3 ans que les influenceurs règnent sur Instagram et ça va durer, en fait. Vous inquiétez pas pour ça. Donc, moi, clairement, je vais essayer d'avoir cette compétence-là en plus parce que c'est de la publicité déguisée. Il y a quelqu'un qui posait une question. Donc, il y a Louis qui posait une question, je pense. Louis. Comment? Moi, je l'ai vu, hein, la question, mais elle est juste en dessous des 2 réponses de Nicolas et il l'a posée à 18h. Et je trouve que sa question, elle est assez pertinente. Celle de Louis, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qu'on recommande comme stratégie pour le budget des campagnes qui performent bien. C'est une super question. En fait, tu as plusieurs façons de faire. Je vais te le dire.
Si tu utilises des lookalikes à 1%, une stratégie, c'est de prendre la lookalike à 2% pour aller toucher des personnes qui ressemblent toujours à tes clients, mais un peu moins que celle à 1%. Et c'est une stratégie qui est négligée parce que les gens pensent que tu dois avoir une lookalike à 1% obligatoirement pour faire du chiffre. C'est pas vrai. Des fois, avec des lookalikes à 2%, tu peux aussi faire beaucoup de chiffres. En plus, qu'elles se renouvellent tout le temps, donc c'est toujours des nouvelles personnes. Et la deuxième méthode, ben, c'est d'augmenter ton budget graduellement tous les 3 jours. Donc, par exemple, tu vas augmenter de 20 à 25%. Si tu vois que le coût d'acquisition n'augmente pas trop, 3 jours plus tard, tu augmentes de 20 à 25% et ainsi de suite. Et sincèrement, tu peux très bien passer de 30 euros par jour sur une audience à 60 euros par jour en l'espace de 10-15 jours parce que tu as fait ça dans les règles de l'art sans ton coût d'acquisition explose. Il va augmenter, c'est sûr, il va augmenter de 20-30%, mais il va rester stable de manière générale. Et surtout, en fait, je compléterais, c'est que souvent les gens, enfin, des fois, on voit qu'il y a une publicité qui fonctionne bien et on passe de, je sais pas, 10 euros par jour à 100 euros par jour. Et là, du coup, c'est un peu la cata. Facebook, il est perdu, il sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il faut aller graduellement, comme tu le dis, 20 à 25% tous les jours, éventuellement, pour arriver à un budget de plus en plus important. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est vraiment pas d'augmenter comme ça d'un coup le budget. Et donc ça, c'est les bonnes pratiques effectivement à avoir quand on veut augmenter le budget dans les règles de l'art, comme tu l'as dit. Ah, t'as raison. Non, t'as raison. C'est vrai que je l'ai pas expliqué, mais en effet, si tu augmentes le budget de 100% d'un coup, ben Facebook il est perdu parce que tu lui donnes plein d'argent et il va en faire. C'est pas qu'il va en faire n'importe quoi, c'est qu'il saura pas quoi en faire parce qu'il a jamais été habitué à dépenser autant sur cette audience-là. Tu vois. Tout à fait. Voilà. Bon, bah, très bien. Je retrouve. J'essaye d'enlever cette question. Elle est passée en dessous. Je la retrouve plus. Je peux le cacher. Je pense que non, je peux pas le cacher. Je pensais que je vais écrire cacher le commentaire actuel, mais je peux pas. J'ai essayé, mais je peux pas. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé vers la fin. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager le live, à nous envoyer plein de petits cœurs, à nous dire si ça vous a plu, à nous poser aussi des questions si vous voyez ça en replay. Voilà, on y répondra vraiment avec plaisir. Et puis, bon, on se dit, on reste en contact. Le mercredi prochain aussi, on pourra faire des lives. Et puis, vous pouvez retrouver Danilo sur son site internet. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez me retrouver sur mon site internet daniloduchesne.com. Vous devriez trouver toutes les informations dont vous avez besoin dessus, donc ma newsletter qui est gratuite, ou mes liens vers les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et LinkedIn. Voilà. Wow. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et puis, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Allez. À la prochaine. Merci Salut. à toi, Danilo. Ciao. Salut. Ciao.